C'est en 1984 que le monde de la vitesse moto a découvert Wayne Rainey. Précisons qu'il faisait alors partie de la première écurie de Kenny Roberts, une équipe de 2 coureurs sur Yamaha dans la catégorie 250 cm3 sponsorisée par Marlboro. En arrivant sur le redoutable circuit de Salzbourg pour la 4e épreuve du championnat du monde, Rainey avait déjà à son palmarès une place sur le podium et un record du Tour. Mais les débuts ne furent pas faciles. Regardez Rainey, en 3e position sur la grille de départ. Il est encore en train de pousser quand les autres sont déjà loin. Habitué en Amérique à démarrer moteur lancé, Rainey avait du mal dans les grands prix à démarrer à l'ancienne, moteur arrêté, ce qui ne risque pas d'améliorer ses scores au cours de cette saison, la seule qu'il courra sur 250. Une fois en piste, reste à régler le petit problème posé par Christian Sarron, Carlos Levado et Anton Mang. Voici Rainey en 7e position. Son coéquipier Alan Carter est juste derrière lui. Rainey est tombé au 10e tour en voulant forcer devant les tribunes. Levado a fait la même chose au dernier tour, offrant à Sarron une victoire qui va décider du championnat. Au départ du Grand Prix de l'ex-Yougoslavie, Rainey était 7e au championnat et c'est à Reka qu'il obtint sa première pole position. Oui, je suis plutôt content. C'est la première fois de l'année que je m'offre de bons chronos en 250 GP et tout est en place pour que ça se passe plutôt bien ici. Comment se fait-il que vous soyez le plus rapide ici alors que vous ne l'avez jamais été auparavant? Eh bien, c'est qu'on a résolu quelques problèmes. Nos motos sont sans doute parmi les meilleures vireuses. Nous avons de bons pneus, les suspensions donnent vraiment bien et je me sens très à l'aise sur la piste. C'est peut-être la réponse à votre question. Et quelles sont vos intentions dans cette course? Je vais déjà essayer de faire un bon départ. Si ça ne marche pas, je m'accrocherai au meneur. Mais si je pars bien, je me contenterai de rouler à mon propre rythme et d'éviter de succomber à la pression. Excellent aperçu de ce professionnalisme qui va devenir la marque des interviews de Wayne Rainey. Face à la caméra avec son radieux sourire californien, il déploie tout un art diplomatique de gommer les difficultés. Or, malgré sa pole position, Wayne eut encore une fois de gros ennuis avec le départ arrêté. Rainey est encore en train de pousser et les coureurs s'éloignent. Mang et Hooven s'affrontent en tête. Des 2 Allemands, Hooven va l'emporter. Pendant ce temps-là, Rainey revient en slalomant entre les coureurs. Après un duel avec Christian Sarron, il finit 4e et à l'arrivée à Assen, il conservait sa 7e place au championnat. Comme d'habitude, le public était venu nombreux et comme d'habitude, il pleuvait. Rainey s'était de nouveau qualifié en première ligne. Au 2e départ, la course avait été interrompue dès le premier tour. On aurait pu penser que Wayne avait fini par apprendre à pousser. Mais non, il allait encore devoir faire des miracles pour reconquérir la 12e place. La saison s'est terminée en Italie sur une note amère. Rainey a dû abandonner au premier tour à cause d'ennuis mécaniques, après une laborieuse séance de qualification. Mais comment le jeune Californien a-t-il subi le choc culturel à son arrivée en Europe? Je n'avais pas la moindre idée de ce qui m'attendait, et je n'ai appris que je viendrais ici que 3 semaines avant de partir. À chaque course, dans chaque pays, tout était donc nouveau pour moi. Quand je reviendrai, je serai beaucoup mieux préparé. Vous allez donc relever le défi et revenir l'année prochaine? Non, je ne suis pas sûr de revenir l'année prochaine, j'ai des projets en Amérique. Et ici, en Europe, il faudrait que je m'organise. Je voudrais être là dès le début de la saison et beaucoup mieux préparé. Si j'ai l'avantage du matériel, j'aimerais pouvoir en tirer le meilleur parti. Mais il resta chez lui, courant sur des 4 temps pour Honda dans les championnats américains. Et on ne le revit pas avant le défi transatlantique de 1987. L'équipe américaine était menée par Kevin Schwantz et Rainey. À leur côté, on trouvait Bubba Schobert, Gary Goodfellow, Otis Lance, le Canadien Michel Mercier, John Ashmund, Ruben McMurter, Doug Poland et en dernière ligne, Dan Shivington. Kevin et Wayne donnèrent le spectacle qu'on attendait, et ce fut l'empoignade rituelle entre Suzuki et Honda, les Texans et les Californiens, Michelin et Dunlop. À Brands Hatch, dès le départ, les coureurs déjouèrent toutes les prévisions. Voici la première manche. Au paddock, Rainey dépasse sans ménagement.
Mais pas pour longtemps, il repère l'avantage dans la montée. Quelle course fantastique! Kevin Schwantz a réussi à rester en tête. C'est le dernier tour. Il est clair que les deux hommes ne s'apprécient pas beaucoup. L'étonnant, c'est qu'ils courent pour la première fois à Brands Hatch et qu'ils ont pourtant laissé les Britanniques loin derrière eux. Il faut admettre que les stalkers locaux ne sont pas de taille face à des bikers américains triés sur le volet. Schwantz l'emporte juste devant Wayne Rainey. Voici Kevin Schwantz, vainqueur à la première épreuve de Brands Hatch. Quel style dans sa façon de triompher! Mais ça vaut la peine de revoir le dépassement de Rainey au deuxième tour. Attaque suicide par la corde au freinage dans l'un des plus dangereux virages de Grande-Bretagne. Ça ne ressemble pas à ce à quoi Rainey nous habituera par la suite. La deuxième manche ne sera sans doute pas aussi passionnante. Au premier tour, Rainey mène dans la descente du paddock et Schwantz est troisième derrière Poland. Au dernier tour maintenant, Kevin et Wayne ont laissé les autres sur place. Cette fois, c'est Schwantz qui tente une dangereuse manœuvre à la corde. Contact, mais Rainey reste devant. Et au moment de la ruée vers le drapeau, nouveau drame. Schwantz à l'intérieur est poussé dans l'herbe par Rainey. Son protège-genou se décroche. Le Texan passe la ligne, soulagé d'être encore en selle. Un partout, mais Schwantz remporte la troisième manche de l'épreuve. Maintenant, au week-end de Pâques, le challenge transatlantique a rendez-vous pour 6 autres courses à Donington Park. Et là encore, Schwantz et Rainey dominent. Le Californien remporte 4 manches. Mais à l'une des deux autres, gêné par sa visière anti-buée, il n'arrive que 12e, cédant à Schwantz le haut du tableau. N'empêche, le public a encore eu droit à l'une des plus belles courses qu'on ait pu voir en Grande-Bretagne. Les deux coureurs ont offert un véritable spectacle. En 1988, nos deux rivaux enfourchent des 500 cm3 pour monter sur la scène du championnat du monde. Au Japon pour commencer. Une foule énorme se presse sur le circuit de Suzuka. Schwantz a déjà récolté quelques victoires en Grand Prix, mais pour lui comme pour Rainey, c'est maintenant que débute leur carrière à plein temps. Au départ, Rainey, numéro 17, a coiffé les champions en titre Wayne Gardner, Christian Sarant et Kevin Schwantz. Excellent départ de Rainey pour cette première course de la saison. Kenny Roberts a repris la direction de l'écurie Yamaha, cette fois sponsorisée par Lucky Strike. Rainey a donc retrouvé l'équipe idéale. Schwantz est déjà revenu en deuxième position devant Wayne Gardner et Christian Sarant. Comme toujours, Suzuka ouvre en beauté le calendrier des Grands Prix. Mais Wayne Gardner ne va pas mener longtemps. À l'approche de l'épingle au premier tour, Schwantz se faufile par la corde. Rainey reprend son équilibre. Mais Schwantz est dans la bonne trajectoire pour le dépasser dans le virage. Schwantz est maintenant en tête et personne ne peut revenir l'en déloger. Premier passage de la chicane, Gardner s'attaque à Rainey. Eddie Lawson, le numéro 3 et son coéquipier Didier Dradiguez, le 12, n'ont pas pris un bon départ sur les Yamaha d'Agostini. Christian Sarant est également passé devant Rainey. Et sur la Honda, Chini Ganito, 21 ans, dépasse en trombe à son tour à la poursuite de Sarant. Régresser de la première à la 5e position en un seul tour, ce genre de début en 500 traumatiserait n'importe qui, surtout Wayne Rainey. Mais les choses vont s'arranger. Kevin Schwantz a gagné avec une confortable avance. Rainey a terminé 6e derrière Mackenzie et le japonais Tadahiko Taira. De retour en Europe pour le Grand Prix du Portugal. Rainey est de nouveau en tête au premier virage. Cette fois, Eddie Lawson est à ses trousses. À un moment, Lawson avait 3 secondes et demie de retard.
Mais les pneus de Wayne s'usaient anormalement et vers la fin, Eddie lui reprenait une seconde par tour. Infailliblement, le double champion va repasser devant, mais ça ne sera pas forcément du premier coup. Wayne le dira plus tard, il n'aurait pas été gêné d'être deuxième derrière Eddie, mais il avait mené 26 tours sur 29 et il ne pouvait pas renoncer sans se battre. À la fin, malgré tout, il dut accepter l'inévitable. Lawson le dépasse au bout de la ligne droite des tribunes et cette fois, c'est pour de bon. Eddie augmente encore son avance de plus de 2 secondes au dernier tour, pendant que Wayne conduit sa machine avec précaution jusqu'à la ligne d'arrivée sur des pneus en lambeaux. Il a dit par la suite « Je ne pouvais ni baisser les bras, ni baisser les gaz ». Ce fut quand même un podium tout Yamaha, puisque le coéquipier de Wayne, Kevin Magee, était 3e. Eddie devint le premier coureur de l'année à remporter 2 victoires. Ce fut aussi une étape importante pour Raine, son premier podium en vitesse 500 cm3. Raine monta encore 5 fois sur le podium, mais il ne fut premier qu'à la 12e épreuve à Donington Park. Ce brassard noir n'est là que pour empêcher la combinaison de flotter. Raine avait une arme secrète. Elle devait lui servir au premier tour au moment d'aborder le virage décisif de Craner Curve. Comme d'habitude, Wayne prend le meilleur départ. Neil Mackenzie le suit. Équipé pour la première fois de disques en carbone, la moto réagit plus vite et Wayne en profite au maximum. Il inaugure une tactique que nous allons bien connaître. Départ foudroyant, puis 2 tours très rapides sur pneus froids. Le but est de se donner de la marge dès le départ. Kelly, Gartner et Saron sont à ses trousses, mais au premier passage à McLean, il a une nette avance. Schwantz est revenu dans le peloton, premier passage aux S. Schwantz veut rattraper son mauvais départ. Il force un peu, il percute la Elf de Ronald Flam et envoie Kevin Magee sur le bas-côté. Aslam remonte en selle, mais Kevin Schwantz est hors jeu. Raine ne sait rien de ce qui se passe derrière lui. Il est chaussé des mêmes pneus que ceux qui l'ont fait perdre à Xerez. Mais cette fois, l'assemblage va parfaitement fonctionner pendant les 30 tours. Coup d'œil en arrière sur la bataille qui continue de faire rage entre Gartner, numéro 1, Christian Saron derrière lui, et Francesco Chili fermant la marche du trio. Oh, Hightside de Rob McElhenney sur l'autre Suzuki au passage des S, alors qu'il était en 10e position au 24e tour. Heureusement, il n'a rien. Bien que Raine ait dû ralentir pour pouvoir manifester sa joie, il franchit la ligne avec 7 secondes d'avance. C'est sa première victoire en Grand Prix. Wayne Gartner l'aide à fêter la victoire en l'arrosant avec le champagne de Christian Saron. Mais est-ce que les choses ont été aussi faciles qu'il paraissait? Après cette victoire mémorable, nous lui avons posé la question. Wayne, ça ne vous étonne pas d'avoir pu conserver une telle avance pendant si longtemps? Oh, bien sûr que si, je m'attendais à chaque instant à une attaque. Je restais à fond, vous vous en doutez, et je les attendais. J'étais sûr qu'ils allaient me tomber dessus. En attendant, je blindais et les tours s'enchaînaient. Et comme vous voyez, mes pneus ont tenu bon. Il n'y a pas grand-chose à dire, la machine était parfaite. Je me suis contenté de la mener jusqu'à la ligne d'arrivée. Cette première fois, c'est la première d'une longue série? Je l'espère bien, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je vois bien comment Wayne Gartner se sent quand il pense à ses victoires en course, au championnat et à tout ça. C'est sûr, il n'y a pas de plus forte émotion et je vais essayer de m'en procurer d'autres. Cette victoire a permis à Wayne d'assurer sa 3e place au championnat, après avoir été une fois premier, 2 fois 2e et 3 fois 3e avec un seul abandon, notons-le, et dû à une crevaison. Cette saison a parfaitement mis en valeur les qualités tant de l'homme que de la machine.
Ça ne fait que 2 ans que vous courez dans cette catégorie. Est-ce que c'est maintenant que vous allez donner le meilleur de vous-même? Je ne sais pas. Je sens que j'ai l'équipe pour ça. Les pneus sont au point. Je me trouve meilleur que l'année dernière, autant que je puisse en juger. Ça devrait marcher. Oui, je crois que nous sommes au top. Après la première épreuve de la saison, remportée au Japon par Kevin Schwantz, le Grand Prix doit se courir pour la première fois en Australie sur le superbe et tout nouveau circuit de Phillip Island. Et comme en 1988, Raine, numéro 3, prend la tête au départ devant Tadahiko Taira, Kevin Schwantz et le héros local Wayne Gardner. On ne se doute pas encore qu'on va assister à l'un des plus beaux Grands Prix 500 de tous les temps. Raine essaie de prendre de l'avance au départ, comme il vient de le faire à Donington. Kevin Schwantz force le passage de Taira et il prend la 2e position. Mais à l'épingle suivante, c'est le drame. Un high side l'a mis hors jeu. Il laisse Raine livrer bataille à 4 contre Wayne Gardner, le Français Christian Saron et l'Australien Kevin Magee. Wayne Gardner est en tête. Il a même assez d'avance pour prendre le temps de féliciter Wayne Raine de sa manœuvre de dépassement. Vraiment, sur les circuits, Gardner se comporte en gentleman. Il mène devant Raine, puis Saron, puis Magee. Entre les 4, la bataille fait rage. Raine et Gardner sont en tête, mais Saron est parfaitement à l'aise dans les courbes rapides et il se montre très menaçant. Gardner mène. Saron prend la corde. Il dépasse Raine, mais pas pour longtemps. Gardner, Saron, Raine, Magee. Voyez comme c'est serré. Voilà Saron, il prend confiance, il talonne Gardner. Mais Wayne Raine saisit l'occasion de passer Saron par l'intérieur. Qu'est devenu Kevin Magee? Et une fois de plus, c'est Gardner contre Raine. Il reste 3 tours à boucler et Raine a repris la tête. Wayne Gardner connaît parfaitement le circuit et il a l'œil sur Raine. Pour Wayne, ce n'est pas le moment de se laisser aller. Gardner se glissera dans la moindre faille. Honda contre Yamaha, quelle bataille, la bataille de l'année. Regardez à quel point ils se tiennent dans les derniers tours de cette course. La première disputée sur le circuit australien. Raine mène devant Gardner. Saron est toujours 3e, Magee toujours 4e. Gardner monte à la corde, il va forcer le passage. Oh, ça y est, non, il n'est pas passé. Wayne Raine poursuit sa route. Mais Gardner semble à chaque tour plus déterminé. Pendant que la bataille fait rage, Madame Gardner maintenant se fait du souci, et elle n'est pas la seule. Mais au dernier tour, alors que les 20 000 spectateurs, sans compter une énorme audience télévisée, sont entrés en délire, l'Australien Gardner, dans un ultime effort, arrache au Californien la plus émouvante des victoires. Un Australien a gagné le premier Grand Prix d'Australie. C'est sur son propre terrain à Laguna Seca que Raine obtint sa première pole position de l'année. Kevin Schwantz sur sa Suzuki était son rival le plus sérieux, mais les circonstances firent que Raine franchit la ligne en vainqueur. Les Américains s'emparèrent des 3 places du podium et prirent la tête du championnat. Hockenheim, où se dispute le Grand Prix d'Allemagne, est un terrain favorable aux Honda. Leur vitesse de pointe leur donne un net avantage dans les longues lignes droites. Raine et Schwantz sont partis en tête, mais tout le monde s'attend à ce que ce soit Eddie Lawson qui gagne, lui qui vient de signer chez Honda pour la saison. Et quand la course vire au duel Lawson-Raine, le stade tout entier parierait sur Eddie.
L'abandon de Kevin Schwantz sur une panne de transmission laisse les deux Californiens assurer à eux seuls la fin du spectacle. Eddie Lawson mène à l'entrée de la dernière chicane. Mais en débouchant dans la ligne droite, Raine est assez près pour entrer dans le sillage de la Honda et se laisser aspirer dans la descente vers les tribunes. Inexplicablement, Lawson laisse un passage à l'intérieur. Raine s'y engouffre. Et pour remporter son troisième et de loin son plus beau Grand Prix, il ne lui reste plus qu'à verrouiller les 3 derniers virages devant le triple champion du monde. Parfait contrôle des gaz dans les S, entrée à grande vitesse dans la ligne droite. Et malgré sa puissance, la Honda ne peut plus arracher sa victoire à Raine. Sur le podium, Eddie Lawson doit encore se demander pourquoi il a laissé un passage aussi large à la fin de la dernière ligne droite devant les tribunes. En attendant, Wayne Raine est tout à son bonheur. À Assen, au milieu de la saison, Raine a donc 13 points d'avance au championnat. Kevin Schwantz a abandonné à l'avant-dernier tour et lui a laissé la victoire, sa première de l'année. Lawson ayant fini deuxième, Raine a encore accru son avance de 3 points. Le titre allait à l'évidence se jouer à 2. Après la victoire de Raine à Assen, Lawson a resserré les boulons. Après Spa, Le Mans et Donington, au départ de l'épreuve suédoise à Anderstorp, l'écart n'est plus que de 6 points. Comme prévu, Raine prend la tête au départ, suivi cette fois par Eddie Lawson. Mais tout le monde ne réussit pas à franchir les premiers virages. Lawson passe en tête au 13e des 30 tours et il est évident qu'il a mieux épargné ses pneus. Raine reçoit des signaux confus de son équipe et manque de concentration, c'est le high side en plein virage. Il n'est pas blessé, mais cette unique erreur lui a fait perdre ses chances pour le titre mondial. Lawson rejoint tranquillement la ligne d'arrivée. Victoire facile, 14 points d'avance et seulement 2 épreuves encore à courir. Il a tout pour être le premier sur 500 à gagner 2 fois de suite pour 2 marques différentes. Revoici le high side de Raine. Erreur classique, trop de freinage, le pneu arrière chasse. Il réadhère brutalement et Wayne est projeté en l'air. Le ralenti pris de l'intérieur le montre clairement. Dans cet accident, Wayne a perdu toute chance de devenir champion du monde 500 dès sa 2e saison. Ce fut sa seule erreur de l'année. Eddie Lawson fit un sans faute et il devint champion du monde pour la 4e fois. Lawson avait remporté 4 courses, Raine 3, Lawson avait terminé 6 fois 2e, Raine 4 fois. Lawson était arrivé 3 fois 3e, Raine 6. Raine était tombé 1 fois, Lawson pas une. Et c'est ainsi que les titres se gagnent ou se perdent. En 2 saisons de course de vitesse 500, Wayne Raine a fini 3e puis 2e. Fera-t-il le saut jusqu'à la première place en 1990 ? Raine resta chez Yamaha et Kenny Roberts en 1990, mais l'écurie avait reçu beaucoup d'argent de Marlboro. D'autre part, Roberts avait signé avec le champion du monde Eddie Lawson, c'était l'équipe idéale. Ne sentez-vous pas plus de pression? Est-ce que ça n'est pas un poids supplémentaire que de courir aux côtés du champion du monde? Eh bien non, au contraire, c'est un gros avantage de faire équipe avec un champion du monde parce qu'il sait ce qu'il fait. Ça doit compter en effet, mais comme vous courez tous les deux pour être premier et deuxième au championnat, dans quel ordre est-ce que ça va se terminer? Comment le savoir? J'espère que je serai premier et qu'Eddie décrochera la 2e place. Si vous gagnez ici, est-ce que ça augmentera vos chances d'y parvenir? Non, ce n'est jamais qu'une des épreuves de la saison, d'une très longue saison de 16 courses. Et il faut que j'assure à chaque fois. C'est le coup d'envoi, mais il ne suffira pas que je sois le meilleur ici. Il faudra que je le sois dans toutes les autres courses.
Le professionnalisme de Raine a fait de lui le favori au championnat, même pour ses adversaires. Oui, c'est sûr, l'année dernière, il nous a imposé sa présence à chaque course. Il n'a perdu le championnat que sur une seule erreur, et je me dis que si nous voulons le titre, chez Suzuki, notre principal adversaire, c'est Wayne. Bien sûr, il faudra compter avec les autres. Ils seront là chaque week-end, mais lui, Wayne, il est sur la brèche tous les jours de l'année. La première épreuve de l'année, le Grand Prix du Japon, fut favorable à Wayne. Il prend son habituel départ en flèche, laissant les autres batailler entre eux. Lawson, son coéquipier de chez Roberts, livre une lutte acharnée contre Kevin Schwantz, Wayne Gardner et Mick Doohan. Mais Raine n'est pas concerné, il est très loin devant, il les laisse se disputer la deuxième place. Mais voilà, au 5e tour, l'empoignade tourne mal. Doohan, numéro 9, 5e position, a des ennuis de freinage. Et dans une courbe rapide à gauche, il tombe, entraînant Lawson avec lui. Eddie s'est fêlé la cheville gauche. Raine rejoint sans problème la ligne d'arrivée. Mais dans la chicane, au dernier tour, Gardner touche l'arrière de Kevin Schwantz. Gardner tombe, il remonte pour prendre la 3e place. Raine fête sa victoire. Il a appris que son coéquipier s'en tirait sans trop de mal. Mais ça ne va pas être le cas à Laguna Seca au Grand Prix des États-Unis. Aux qualifications, Lawson a pris du retard. Tension dans les stands. Eddie est entré dans l'épingle sans toucher au frein. Il saute de sa moto avant qu'elle percute le mur. Mais il s'est blessé, une mauvaise fracture du genou droit lui ôte toute chance de remporter son 3e championnat d'affilée. Il va lui falloir un bout de temps pour se rétablir. On assiste donc de nouveau à la traditionnelle bataille entre Schwantz et Raine, et la décision va dépendre d'un 2e accident. Cette fois, c'est Schwantz qui s'éjecte au premier virage à gauche, avant la ligne droite de l'arrivée. Kevin essaie de repartir, mais il se rend compte qu'il s'est cassé le poignet droit. Coup double en faveur de Wayne donc. Ces deux grands rivaux sont blessés. Lawson et Maggie sont sur la touche pour un bon moment et Mamola et Schwantz vont courir les prochaines épreuves avec un handicap. On pensait que Schwantz serait le principal rival de Raine, mais il est déjà à 25 points derrière lui. Et à Laguna Seca, Raine a fait mieux que tous les autres coureurs locaux. En Espagne, Wayne termine 2e derrière Gardner. En Italie, il remporte une épreuve en 2 parties interrompue par la pluie. Mais jusqu'à ce que son équipe le lui apprenne, il ne savait pas s'il avait fait le meilleur temps global. Wayne, c'est toi le meilleur. Schwantz remporte l'épreuve suivante en Allemagne. Et puis c'est l'Autriche et l'anneau de Salzbourg. Et le classique duel ultra rapide entre Raine et Schwantz. Schwantz a une légère avance sur Wayne Raine. Wayne Raine sort du sillage au sommet de la côte, dans la portion la plus délicate du circuit de Salzbourg. Mais Kevin Schwantz maintient sa légère avance. Passage en 3e, passage en 2e à l'entrée de la longue courbe à droite. Ici, Schwantz va toujours très vite et la Suzuki prend un virage impeccable. Au passage des S, Schwantz sur la Suzuki, juste devant Wayne Raine sur la Yamaha. À l'entrée dans la ligne droite des tribunes, Schwantz jette un très long regard sous son bras, mais Raine saute hors de son sillage. Ils descendent côte à côte vers la première chicane, et c'est Wayne Raine qui prend la tête. Mais Schwantz coupe dans la chicane. Wayne Raine roule presque sur l'herbe. En arrivant à l'épingle, la Yamaha de Raine oscille au freinage. Maintenant, si Schwantz se place bien, il peut rester derrière Raine dans la montée et, une fois là-haut, essayer de le dépasser. Mais pour l'instant, la Yamaha de Raine conserve une très légère avance sur la Suzuki de Kevin Schwantz.
Rainey résiste, arrivé aux aises, Schwantz cherche la faille. Rainey et Schwantz redescendent et on s'affronte derrière eux pour la 3e place. Mais la bataille essentielle se déroule entre ces deux hommes, Wayne Rainey et Kevin Schwantz, rivaux depuis le début de leur carrière. Rainey maintient toujours sa petite avance. Coup d'œil sur les panneaux. Maintenant, Kevin se place pour attaquer dans la chicane. Et Schwantz dépasse Wayne Rainey. Il vient de réussir un coup décisif. Et il fonce vers la victoire. Rainey a pris une belle revanche en Yougoslavie et Schwantz a gagné à Assen, ce qui n'a pas changé grand-chose puisqu'ils ont fini 1er et 2e. En Belgique, l'habituel mauvais ton a joué en faveur de Rainey. Wayne l'a emporté sur l'outsider Jean-Philippe Ruggia pendant que Kevin Schwantz se frayait un chemin vers la 7e place. Wayne avait 35 points d'avance au championnat. Kevin allait gagner en France, puis en Grande-Bretagne, réduisant l'écart à 27 points. On est maintenant à Anderstorp, sur le circuit où s'est joué le championnat du monde 89. Comme d'habitude, Rainey fait un départ foudroyant avec juste derrière lui Eddie Lawson entièrement rétabli. Kevin Schwantz est resté en 10e position. Lawson a dit de Rainey qu'il ne courait pas aux ordres et qu'il n'avait besoin d'aucune aide. Carl Fogarty court pour la 2e fois en 500 sur la Honda de Pierre Francesco Chili, qui est blessé. Il se défend bien en 6e position. Le championnat s'est joué quand Schwantz est sorti de la piste au 3e tour. Nouvelle déception pour le Texan. Ron Aslam n'a pas eu beaucoup de chance non plus. Il essaie de régler la circulation avant de se retirer prudemment tandis que passent les Yamaha de Marlboro et la Honda de Gartner. Wayne Gartner est de retour en bonne forme après avoir manqué 4 épreuves, blessé à la mi-saison. Mais la victoire de Rainey lui donne une énorme avance de 47 points au championnat. Il lui suffit d'arriver 3e aux 3 dernières courses pour décrocher le titre mondial. À Brno, en Tchécoslovaquie, le public est moins nombreux qu'à l'ordinaire. Mais l'ambiance est détendue, même sur la grille de départ. Schwantz plaisante avec Kenny Roberts et Wayne se joint à eux. On ne dirait pas que le titre va se jouer dans un instant. Mais quand les feux passent au vert, retour au boulot. Rainey se glisse devant Lawson et Gartner. Mais l'Australien prend la tête au premier tour. Rainey n'aurait pas besoin de le dépasser de nouveau puisqu'une seconde place lui donnera le titre quelle que soit celle de Schwantz. Mais ça ne l'empêche pas d'attaquer. Entre-temps, Schwantz est revenu en 3e position et il serre de près. On se demande ce que Kevin Schwantz va faire s'il arrive à les rejoindre. Schwantz est tout près, mais l'Australien et l'Américain Wayne Rainey sont toujours en tête. Et Kevin Schwantz en fait trop. Son avant dérape et Kevin est balancé sur le gravier. Il court vers sa moto. En la relevant, il constate qu'elle est en feu. Loin de se relâcher, Rainey fonce vers la victoire et tout en s'emparant du titre, il bat aussi le record du tour. Il a les larmes aux yeux en franchissant la ligne. Toutes ses attitudes expriment le soulagement et la joie d'avoir atteint le but de toute une vie. On peut dire qu'il fête sa victoire avec une retenue et une émotion qu'on ne trouve pas chez d'autres coureurs chevronnés. Wayne Rainey, champion du monde 1990 sur 500 cm3.
Eh bien Wayne, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes devenu champion du monde? Je sais, oui, je commence à m'en rendre compte. Votre victoire était assurée par la chute de Kevin, pourtant, vous n'avez pas ralenti. Oui, j'ai vu que Kevin était hors course et j'ai su que j'étais champion, mais je ne voulais pas y penser, ça m'a stupéfié. Pendant un tour, je me suis dit, mon vieux continue à courir. Qui sait, il n'est peut-être pas vraiment hors jeu. En repassant, j'ai constaté qu'il avait effectivement abandonné et je me suis dit, n'y pense plus, contente-toi de courir, ce serait très difficile de ralentir alors que c'est si facile d'accélérer. Vous avez cassé 2 fois le record du tour, vous cherchiez vraiment à le faire? J'étais prêt à tout pour me placer dans les 3 premiers. Ça a dû être difficile de courir une fois la pression retombée. Un rude moment, non? Il y avait à peu près 53 tours, c'était peut-être pas tout à fait 23, mais c'était comme si c'était les 10 derniers. Ça m'a pris une éternité pour arriver aux 10 derniers tours. Et ça m'a pris encore 2 fois plus de temps pour les parcourir. Mes copains Mike Sinclair et Howard Gregory et Bernard, ces gars-là ont fait un sacré boulot sur la moto. Elle n'a pas eu une seule défaillance de toute la saison. Sans ces gars-là, je n'aurais jamais été champion du monde. Aujourd'hui, vous êtes l'homme le plus heureux du monde. Oui, on peut le dire. Dans la course au titre, l'avance de Rainey est énorme, 67 points. Il a remporté 7 des 15 grands prix, il est arrivé 5 fois deuxième et 2 fois troisième. Il faut noter que sa Yamaha ne l'a lâché qu'une seule fois, et alors que le titre était déjà assuré. Schwantz vient de se replacer devant Doohan. Le nouveau champion a même trouvé le temps de participer à une journée de soutien de l'association Save the Children, et il s'est embellé avec Steve Frey sur sa Norton dans la courbe du paddock. Toujours aussi professionnel, même à l'occasion d'une course amicale, il ne se laisse pas faire. On est tous venus soutenir l'organisation caritative Save the Children. Ça a attiré pas mal de gens et c'est pour ça qu'on est venu, pour récolter de l'argent pour l'aide à l'enfance. Vous qui avez remporté le titre ici, vous avez refait tout ce chemin depuis la Californie, ça doit beaucoup compter pour vous. Oui, beaucoup. C'est Randy Mamola qui anime tout ça depuis longtemps. C'est formidable le succès qu'il a obtenu, le nombre de gens qui participent à Save the Children. Et ils ont organisé cette manifestation pour lever encore plus d'argent. Ils vont lancer une nouvelle campagne en Afrique du Sud et ils veulent se donner les moyens de bien faire les choses. Vous êtes content de votre journée? Oui, très content de toute l'année. Je n'ai jamais autant couru en un seul jour. Bonne journée donc. Le fait est que notre champion a eu le dernier mot. Pour finir, bloquant Trevor Nation au passage dans une autre épreuve de démonstration, il a remporté sa première victoire de l'année. Mais il n'y a plus de morte saison pour le coureur moto d'aujourd'hui. On passe l'hiver à organiser et à préparer la saison suivante. En Californie, les compatriotes de Wayne se souviennent de ses débuts de Dirt Tracker, puis de ses exploits comme champion d'Amérique en Superbike sur Honda, et bien sûr, de sa plus récente carrière en 500 cm3. Il a trouvé un moment pour perfectionner son swing. Mais Rainey ne descend jamais bien longtemps de moto. Au ranch de Kenny Roberts, c'est une moto de cross. Bon moyen de garder la forme et d'entretenir les réflexes. Bien sûr, un peu de compétition n'a jamais fait de mal, et pour ça, le ranch de Roberts est l'endroit idéal. Naturellement, il y a aussi le jardinage. Et puis encore les mini-motos sur un petit anneau ovale. On roule lentement, mais il faut réagir vite. C'est une des méthodes d'entraînement préférées de Roberts. Et de nombreux coureurs européens et japonais viennent s'entraîner chez lui. Les coureurs américains font leur début sur des motos de ce genre, alors qu'ils sont encore à l'école primaire. Peut-être est-ce une part du succès de leur réussite, mais le moment est venu de procéder aux essais des nouvelles Yamaha 91 sous le soleil d'Australie. Rien d'étonnant à ce que le nouveau champion du monde attire tous les regards. Il est bien connu qu'il est encore plus difficile de conserver un titre mondial que de le remporter la première fois. Qu'est-ce qu'en pense Kenny Roberts? Bon, à l'évidence, Wayne a du talent. C'est la première condition. Et il a ce qu'il faut dans la tête, une bonne mémoire et beaucoup d'expérience.
Il suffisait de lui fournir le bon matériel et de lui laisser le temps de l'essayer. Il suffisait de lui donner ce dont il a besoin pour qu'il montre à tout le monde ce qu'il sait faire. D'ailleurs, il le faisait déjà en Amérique, mais là-bas, on n'y faisait pas attention. Aujourd'hui, il continue, mais on voit enfin ce dont il est capable. Wayne est un coureur très solide, il l'a toujours été, il le sera toujours. Je ne crois pas que Wayne puisse jamais devenir un crasheur. Il essaie d'être le plus rapide. S'il ne peut pas, bon, eh bien, il va jusqu'à l'arrivée, quelles que soient les circonstances et malgré son dépit. La saison 1991 commença au Japon par un autre combat héroïque. Cette fois, Wayne dut faire équipe avec un remplaçant pour affronter les Honda de Wayne Gardner et Michael Doohan et la Suzuki de Kevin Schwantz. Wayne Rainey mène devant Michael Doohan. Doohan sort de son sillage et passe en tête. Rainey est en deuxième position, Schwantz troisième. Les voici très groupés du côté de l'épingle. C'est là que Schwantz est le meilleur et Doohan l'a bien compris. Wayne a pris la corde dans la chicane et la seule chose que Schwantz puisse faire, c'est d'attendre patiemment derrière lui. Wayne Rainey a failli tomber, presque désarçonné. Il veut absolument gagner. Malgré les courageux efforts de Wayne Rainey et de l'Australien Michael Doohan, c'est Kevin Schwantz qui a remporté l'épreuve devant Doohan. Wayne Rainey finissant cette fois à la troisième place. En Australie, les choses se présentèrent un peu mieux pour Wayne. Il gagna sans trop de difficultés, tandis que Doohan, après un mauvais départ, se frayait un chemin à travers le peloton pour finir deuxième. Wayne avait un point d'avance au classement général et l'équipe de Roberts put se réjouir de voir ces deux coureurs sur le podium. Wayne le vainqueur et John Kosinski à la troisième place. Tout alla encore mieux au Grand Prix d'Amérique à Laguna Seca. Wayne gagna de nouveau, John Kosinski fut deuxième. Et comme Kevin Schwantz était arrivé troisième, le podium fut occupé par 3 Américains. Pour Rainey, c'était sa 3e victoire consécutive aux États-Unis. Doohan prit sa revanche en Espagne et se hissa en tête du classement. Après quoi, en Italie, l'usure de son pneu arrière força Wayne à un arrêt au stand, ce qui est rare dans un Grand Prix moto. Ce changement de roue lui coûta 80 secondes et Doohan fut de nouveau vainqueur. Wayne ne put revenir qu'à la 7e place. À Hockenheim, ce fut au tour de Doohan d'avoir des ennuis de pneus, ce qui mit la vieille firme hors de combat, laissant le champ libre à Schwantz et Rainey. Côte à côte, voici Rainey et Schwantz. C'est Schwantz qui a l'avantage. Kevin Schwantz sur la Suzuki devant Wayne Rainey. La chicane, Rainey est un maître en dépassement. Quand il entre dans le sillage de Schwantz, juste dans sa roue, on peut s'attendre à chaque instant à ce qu'il ressorte et dépasse. Il glisse la Yamaha à la corde. Et Schwantz se retrouve derrière lui. Mais c'est la dernière fois. Oh, Kevin Schwantz est absolument incontrôlable. Il passe à l'intérieur de Wayne Rainey. Est-ce que Rainey va pouvoir repasser devant? On dirait que non. Schwantz est en tête. Dernier passage au virage de Sachs. Kevin Schwantz sur la Suzuki, juste devant Wayne Rainey. Rainey va-t-il pouvoir le coiffer sur la ligne? Bonne question. Plus qu'un tour de circuit. Kevin Schwantz est sur le point de remporter le Grand Prix d'Allemagne ici à Hockenheim. Rainey, juste derrière lui, cherche la faille. Schwantz est sur le côté, mais il reste devant Rainey. À l'épreuve suivante en Autriche, Doohan gagna de nouveau. Il relégua Wayne à la 2e place et arriva à Rarama avec 15 points d'avance. Mais regardez comment Wayne a pris la tête de la course. Wayne Rainey donc. Il passe Mick Doohan par l'intérieur. Doohan n'y peut rien. La Yamaha s'empare de la première position. Et cette position, Rainey n'a pas l'intention de la rendre. Doohan a beau faire, la Yamaha prend de l'avance sur ce circuit de Rarama. Derrière les stands dans la montée, Wayne Rainey mène devant Michael Doohan. Doohan ne peut que regarder Rainey s'éloigner le long de la côte. Kevin Schwantz en 3e position est hors de portée. Wayne Rainey boucle son dernier tour. C'est la ligne d'arrivée. Il a franchi sans problème. Retournons-nous pour voir où en sont ses adversaires. Doohan décroche effectivement la 2e place, mais cette fois encore, la victoire est à Wayne Rainey.
À Assen, le public, aussi nombreux que d'habitude, a eu droit à un spectacle rarissime, celui d'une faute directe commise par le plus professionnel des coureurs de Grand Prix. Nous sommes au dernier tour, au dernier virage. Peut-être que Wayne Rainey pense à Kevin Schwantz à Hockenheim quand Schwantz réussit à le dépasser au freinage. Dans cette épreuve, la seule consolation de Wayne Rainey, c'est d'être quand même revenu en tête du championnat. Il a encore augmenté son avance en l'emportant sur Doohan à Paul Ricard. Il est arrivé deuxième derrière Schwantz à Donington. Il a ensuite gagné à Saint-Marin, puis en Tchécoslovaquie. En arrivant au Mans, il est en bonne voie pour prendre le titre. Kevin Schwantz gagne brillamment la course devant Michael Doohan. Mais la troisième place de Rainey lui suffit pour se réserver le titre. Le but est atteint pour Kenny Roberts aussi. Wayne semble moins embarrassé par ses succès que l'année précédente. Et il n'y avait pas de doute, par leurs étonnantes qualités, tant l'homme que la machine méritaient la victoire. Wayne, 2 fois champion du monde, grâce à sa vitesse et sa régularité. En fait, c'est à l'écurie Marlboro Roberts que je dois tout ça. C'est aux pneus Dunlop. La moto a marché impeccablement tout au long de l'année. À ce qu'il me semble, c'est la seule fois qu'on a eu de gros problèmes. Mon coéquipier John Kosinski a fait du vraiment bon travail. Il avait de bonnes chances de gagner aujourd'hui et je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il a ralenti pour m'aider. Il faut dire que ça a été sacrément dur aujourd'hui. Mais j'ai pu rester concentré sur la course et on est donc très content de cette journée. Tout aussi content, voici Kenny Roberts en personne, revenu dans les stands. Cette année, il a montré à quel point il était digne du championnat du monde. Il a couru vite et avec régularité et il a gagné avant la dernière épreuve. En réalité, il en a fait beaucoup plus aux yeux de ses proches, aux miens, à ceux de l'équipe et des mécaniciens. Il y a une quantité de courses que nous n'aurions pas gagnées si Wayne n'avait pas été là. Je veux dire que toutes les courses que nous n'avons remportées que de justesse, nous les aurions perdues sans lui. Wayne était très déterminé cette année. Il était plus que jamais. Et malgré des problèmes de pneus ou de moto, car nous en avons eu, Wayne a continué à gagner. Et vraiment, c'est surtout à lui que nous devons la victoire. Certaines années, il arrive que les motos ou les moteurs fassent la différence. Mais cette année, le meilleur, c'était Wayne. Personne n'aurait contredit Kenny sur ce point. Mais la dernière semaine de la saison fut un désastre. Wayne chuta violemment aux essais sur le circuit de Shah Alam avant le Grand Prix de Malaisie. Il se fit une mauvaise fracture au fémur droit et 20 heures de vol au retour n'arrangèrent rien. Vous savez, la pression était retombée après la victoire au championnat. J'essayais de nouveaux pneus, la piste était glissante et j'ai pris le virage un peu vite. J'ai appuyé sur les freins et je me suis retrouvé allongé sur le sable à côté de la moto. Elle était en feu, mais je n'arrivais pas à me relever pour intervenir. Oui, ça a été une grosse surprise et un grand choc. Je m'en suis beaucoup voulu. Je ne m'étais pas rendu compte que mon degré de concentration n'était plus du tout le même que pendant le reste de l'année. Cet hiver, un très gros travail de remise en forme allait s'imposer à Wayne. C'est étonnant que Wayne puisse déjà participer à des essais, mais est-il en état de courir? Bon, ça fait plaisir de le voir tirer d'affaire. Je ne pense pas qu'il serait sorti il y a une semaine, mais ses jambes vont beaucoup mieux et je suis heureux de le voir sur une moto. C'était en effet stupéfiant que Wayne Rainey ait pu remonter sur une 500 de Grand Prix. Pourtant, ses problèmes antérieurs ne sont pas réglés quand il remonte en piste à Shah Alam en Malaisie. Comme par ironie, c'est sur ce circuit qu'il a eu son si grave accident. Il fait d'abord grande impression, malgré l'anxiété de sa famille et de son équipe. Mais une autre chute vient compliquer ses fractures au cours d'essais sur le circuit de Xérès, en Espagne. Wayne a reconnu que ce nouvel accident était dû à son état de santé. Cette fois, il se blesse à la main gauche, et assez gravement pour qu'on doive lui ôter une phalange du petit doigt.
Il fallait renoncer au rêve de décrocher 3 titres consécutifs et de renouveler l'exploit de Kenny Roberts en 78, 79 et 80. Comment se rétablir de pareilles blessures à temps pour affronter les Honda de Doohan et Gartner, son coéquipier John Kosinski, ou la nouvelle écurie Suzuki de Doug Chandler et Kevin Schwantz, son éternel rival? La Yamaha 500, à peine modifiée, pouvait-elle vaincre encore? Rainey n'en doutait pas. Ça fait du bien de s'y remettre, oui, c'est vraiment bon de se sentir de nouveau en état. Rien que le fait d'être là, sur un circuit, d'enfiler ma combinaison, de boucler quelques tours et la présence de l'équipe et tout le reste. Mentalement, ça me remonte à bloc, oui, je suis vraiment heureux d'être ici, de piloter. Avant d'avoir essayé, je n'en étais pas sûr, mais maintenant, je sais que je serai prêt pour Suzuka. Il était prêt mentalement, mais ce n'est pas toujours que la fortune sourit aux audacieux. Au Japon, il tombe dès le début sur une piste détrempée. Après quoi, il passe la ligne derrière Doohan en Australie, en Malaisie et en Espagne. En Italie, il tombe de nouveau, et cette fois alors qu'il est en tête. Il est évident que ses pneus ou sa moto le desservent. Il l'emporte tout de même une fois sur le coureur Honda, maître absolu des circuits par ailleurs. Quand on se retrouve à Barcelone, le championnat semble déjà joué. C'est sur ce nouveau circuit que les mécaniciens de l'équipe Roberts pensent à soulager la jambe de Wayne, encore raide, en abaissant légèrement son cale-pied droit. Coup de maître. Rainey s'empare de la victoire et avec elle de la 2e place au championnat. En arrivant au Brésil, après une grave chute pendant les qualifications pour le Grand Prix d'Allemagne, il a dû abandonner la course au bout de quelques tours. À Assen, convaincu de n'être pas en état de récolter des points, Mick Doohan est sorti de la piste, laissant à d'autres la tâche de se disputer le titre. Rainey a gagné en France et il a fini 2e derrière Wayne Gartner à Donington. Au Brésil, il l'emporte et se rapproche de 2 points de Mike Doohan qui est revenu, déployant un courage inutile pour finir à la 12e place. En Afrique du Sud, à la dernière épreuve de l'année, Wayne termina 3e. C'était suffisant pour conserver le titre. Et c'est Kosinski qui remportait encore cette dernière course de la saison. On se souviendra toujours de 1992 comme de l'année où la malchance a coûté son titre à Mick Doohan. Il n'empêche que par son courage et sa persévérance, Rainey a illustré ces vieux clichés qui sont vrais. Rien n'est jamais fini avant la fin, et à moto, c'est souvent à soi-même qu'on doit sa chance. En 1993, le rêve s'est donc poursuivi. Un 4e titre consécutif était possible. Pour retrouver ce genre d'exploit, il faut remonter à la fin des années 60 et au début des années 70 jusqu'à Giacomo Agostini et à la formidable Agusta. Et encore, sans compter les qualités personnelles du grand Ago, il faut ajouter qu'il n'a jamais eu à affronter des adversaires de la taille de ceux auxquels Rainey a eu droit tout au long de sa carrière. Cette fois, c'est Doohan qui traîne en début de saison les séquelles de ses blessures des années précédentes. Wayne est très occupé à essayer la Yamaha avec son nouveau coéquipier Luca Cadalora. L'année d'avant, la moto n'avait été au point qu'à la mi-saison et Wayne n'a pas l'intention de partir en 93 avec le même handicap. Le moteur semble au point. Nous avons dû apporter de grosses améliorations au châssis et de grosses améliorations à la suspension. Et maintenant que tout ça fonctionne vraiment bien, l'ensemble commence à ressembler à une moto, à ce genre de moto qu'on peut fouetter dans les virages et j'en suis extrêmement content. Vous savez, dès que je suis à moto, j'ai envie d'être le meilleur, mais ça n'est pas si simple. Il faut que je me redise que personne ne gagne à tous les coups. On ne peut pas être le meilleur et le plus rapide à chaque course. Et je crois que tout compte fait, c'est le cerveau qui permet de gagner le championnat du monde, au moins autant que la volonté. Avant l'ouverture de la saison, on aurait pu penser que le titre allait se disputer entre les rivaux de toujours. Wayne Rainey et Kevin Schwantz, Yamaha et Suzuki. À l'arrivée à Suzuka au Japon, ils sont à égalité, mais c'est le domaine de Kevin Schwantz et de Suzuki. Et Wayne est-il capable d'ajouter Suzuka à la série de ses victoires au championnat du monde de cette année ? Oui, il en est capable et Kevin Schwantz termine à la 2e place. C'est en Catalogne que se dispute l'épreuve européenne du championnat du monde. Kevin Schwantz est maintenant tout à fait rétabli et il a battu Wayne Rainey dans les 4 épreuves précédentes de la série. Mais l'écurie Marlboro Yamaha de Roberts n'est pas du genre à se laisser décourager. Ils ont compris où était leur faiblesse et ils ont modifié le châssis de la moto avant l'épreuve de Catalogne. Ça a suffi pour que Wayne reprenne la tête. Rainey est en progrès à Saint-Marin et aux épreuves britanniques. Regardez-le au Grand Prix de Tchécoslovaquie avec une moto entièrement révisée. Wayne Rainey a retrouvé la forme au moment même où Kevin Schwantz rencontre des difficultés. Les lignes du haut du tableau disent tout.
Wayne Rainey a maintenant 16 points d'avance au championnat. Puis ce fut Misano et l'accident de Wayne qui a mis fin non seulement à son rêve d'un 4e titre, mais à sa carrière de pilote moto. Quand c'est arrivé, il menait devant Cadalora et Schwantz. Hightside, dans un virage à droite très rapide. Le choc fut terrible et catastrophique les conséquences pour Wayne. La 6e vertèbre est cassée, tout le bas du corps paralysé. Comme on pouvait s'y attendre, Wayne lutta pour se rétablir avec la même volonté que pour courir. Kenny Roberts dut avouer que de toute l'équipe, c'était Wayne qui réagit le mieux et de loin. Pour Kevin Schwantz, les 2 dernières courses de l'année ne furent plus qu'une formalité et il s'empara du titre qu'il avait toujours mérité. Pour conclure comme il convient, laissons le dernier mot à quelqu'un qui a bien connu notre grand professionnel, quelqu'un avec qui il a couru roue dans roue depuis leur début en Superbike aux États-Unis jusqu'au circuit de vitesse du monde entier. Le mieux placé pour juger à leur réelle valeur les exploits de Wayne Rainey, c'est Kevin Schwantz, son rival de toujours. Well, Wayne has always been kind of the driving force behind. Wayne a été pour moi comme une force qui m'entraînait vers l'avant, qui me poussait à faire ce que je fais chaque week-end. Ça a été mon grand adversaire depuis le début. Wayne Rainey et moi, on n'était peut-être pas les meilleurs amis quand on a commencé à courir sur Superbike en 87 et 86. On s'est très durement battus. On s'est battu à chaque course comme si c'était la dernière. Mais avec Wayne Rainey, à la longue, on a fini par devenir de bons amis. On a beaucoup appris. On s'est rendu compte qu'on était tous les deux au sommet de notre sport et que là-haut, il y avait de la place pour nous deux. Wayne a gagné de nombreux championnats. J'ai plus d'admiration pour lui que pour tous ceux contre lesquels j'ai couru. Je pense que son accident cette année ne l'a pas seulement blessé lui, mais qu'il a touché et affecté beaucoup d'autres gens. Le monde du sport est privé de lui. Il continuera sûrement à s'impliquer dans la course de Grand Prix, mais il nous manquera sur les circuits. Et comme je viens de le dire, ça ne va pas être facile pour moi de retourner sur les pistes et de me motiver pour battre les autres coureurs. Parce que Wayne a toujours été le principal adversaire, l'adversaire par excellence. Je ne peux que lui souhaiter tout le meilleur possible, à lui, à sa femme Shae et à son fils Rex.